On va débuter tout de suite avec les origines. Donc l'emploi du terme kinésiologie est dû au fait que ce sont des chiropracteurs qui ont fait les premiers pas dans cette technique. Le test musculaire que je vais vous expliquer tout à l'heure est une activation musculaire, d'où l'emploi du terme kiné qui signifie mouvement. Donc la kinésiologie, c'est l'étude du mouvement, du déplacement dans l'espace et de la cinétique des muscles. Alors il existe la kinésiologie appliquée et aussi les kinésiologies spécialisées. Ça, c'est pas du tout la même chose. Mais toutes sont au carrefour de plusieurs techniques qui s'appuient sur des savoirs anciens comme la médecine traditionnelle chinoise, tout en ayant récupéré le développement des sciences modernes comme la chiropractie et l'ostéopathie. Dans ma conférence, ce seront les kinésiologies spécialisées que je vais aborder, parce que la kinésiologie appliquée est uniquement réservée à l'usage exclusif des professionnels de la santé. Mais on ne peut pas parler des kinésiologies spécialisées sans parler des travaux préalables sur lesquels elles reposent. C'est dans les années 60 que le docteur Georges Goodhart a découvert une nouvelle façon de considérer le muscle. Il avait en fait constaté que si quelque chose nous perturbe, alors le tonus musculaire s'affaiblit. On le constate par nous-mêmes, quand on nous apprend une mauvaise nouvelle ou quand on doit passer un examen, comme moi, ce soir devant vous, on sent que les muscles sont plutôt faibles. Alors Goodhart a montré que chaque grand muscle peut être mis en relation avec des organes et il l'a rapproché de la médecine traditionnelle chinoise pour les rapprocher des méridiens. Alors les méridiens se parcourent l'ensemble du corps et c'est là que circule notre énergie vitale, le chi. Il constate que si on renforce un muscle qui est faible, alors par la même occasion, on va renforcer l'organe et le méridien d'acupuncture. Donc là, vous avez un petit exemple, on voit qu'avec le foie, un des muscles indicateurs va être le grand pectoral sternal. Donc ça a donné naissance à la kinésiologie appliquée. Mais en France, quand on va voir un kinésiologue, cela suppose qu'on va voir une personne qui pratique au moins une des techniques de kinésiologie spécialisée, c'est-à-dire du touch forehead, de la brain gym, la kinésiologie périnatale ou autre chose encore. C'est en 1973 que le docteur John T créa le touch forehead, qui est considéré aujourd'hui comme la technique de base des kinésiologies. Son but était de mettre à la disposition d'un public non professionnel des techniques simples et efficaces pour permettre de rééquilibrer les énergies. Encore d'autres techniques vont voir le jour et les années 80 vont vraiment voir l'essor mondial des kinésiologies. Alors en kinésiologie, on appréhende l'homme non pas comme un être purement physique, mais comme une création multidimensionnelle qui existe dans le mental émotionnel, le structurel et le biochimique. Alors ça, c'est le concept du triangle de la santé. Quand le triangle est équilatéral, tous les côtés sont égaux, aucun prend le dessus, et donc cette personne-là, quand ça se passe comme ça, elle est dans pleine force vitale et en santé optimale. Mais la plupart du temps, en fait, ce qu'on constate le plus, c'est un déséquilibre au niveau mental émotionnel, donc notre triangle ne va plus être équilatéral, et du coup, ça va forcément avoir un impact sur la biochimie et la structure de la personne. Et donc dans ce cas-là, la personne, c'est une personne qui subira un stress intense et continu, et elle sera, du coup, elle aura des dysfonctionnements au niveau de son corps, au niveau de sa biochimie par le système nerveux et endocrinien, et au niveau de la structure avec peut-être des tensions au niveau des muscles squelettiques. Et avec ce genre de configuration, cela peut engendrer de la maladie. Mais donc, tant qu'il n'y aura pas de signe visible, la personne se croira en bonne santé, alors qu'elle souffre en fait au niveau subclinique, et c'est là qu'elle pourra travailler avec les kinésiologies. Alors venons-en maintenant au test musculaire. Donc c'est Georges Goodhart qui a été le premier à travailler avec le test musculaire pour trouver les blocages intervertébraux. Je vous rappelle, il est chiropracteur. Partant du fait évident que les muscles font bouger la structure sur laquelle ils s'insèrent, alors en rééquilibrant les muscles, on va aussi rééquilibrer tout le système osseux. Alors voici le constat qu'il fait, que les processus intérieurs du corps et du système nerveux se reflètent dans l'état fonctionnel des muscles. Grâce au test musculaire, c'est comme ça qu'il va faire les liens entre les grands muscles, les organes et les méridiens d'acupuncture. Le test musculaire, c'est vraiment l'outil de base des kinésiologies spécialisées parce que c'est l'interface entre le kinésiologue et la personne qui vient consulter. Il ne peut pas y avoir de séance de kinésiologie sans test musculaire. Alors comment cela se pratique-t-il ? Alors il faut savoir que chaque grand muscle est attaché à au moins 2 os, on appelle ces accroches origine et insertion du muscle. Et en kinésiologie, on va travailler avec un muscle qui est en flexion ou en contraction. Donc, c'est-à-dire qu'on va chercher à épaissir son diamètre et à le raccourcir en longueur.
Alors je vais vous montrer avec ma fille Léa le test musculaire sur le deltoïde antérieur. Donc comme vous voyez, c'est un muscle qui est situé à l'avant de l'épaule. Et pour le tester, c'est simple. Pour mettre le muscle en contraction, il suffit de monter légèrement son bras. Si vous posez l'autre main dessus, vous sentirez la contraction. Et le test musculaire va se faire en faisant une légère pression juste au-dessus du poignet. Alors je précise bien légère parce qu'en kinésiologie, on ne cherche absolument pas à tester la force physique de la personne, mais vraiment à déceler les stress. Pour savoir si je peux travailler en kinésiologie avec mon deltoïde antérieur, pour ma séance, il faut que je sache si ce muscle est un muscle indicateur à circuit clair, c'est-à-dire est-ce qu'il va répondre correctement aux stimuli du stress. Donc dans ce cas-là, je vais stresser mon muscle, désolée Léa. Donc je vais rapprocher les fibres musculaires, on dit que je pinch. Et là, je vais créer un stress, donc le muscle va forcément lâcher. Ensuite, je vais faire un dépinch. Donc là, je vais écarter les fibres musculaires pour relâcher le muscle. Et cette fois-ci, je l'ai renforcé et là, il tiendra fort. Voilà. Donc quand un muscle ne verrouille pas, c'est-à-dire qu'il lâche, pour moi, ça veut dire qu'il y a une perturbation dans le circuit de l'énergie. Donc ce test musculaire va non seulement me servir à trouver des causes, mais aussi des corrections et vérifier que les corrections ont été suffisantes. Donc pour un kinésiologue, c'est vraiment quelque chose de génial parce qu'on fait totalement abstraction du mental et du conscient de la personne puisqu'on fait vraiment parler son corps. Je tiens quand même à préciser que le test musculaire ne remplace pas les décisions personnelles et les choix à prendre. Donc si une personne vient me consulter pour me demander si elle doit quitter son conjoint ou arrêter son traitement médicamenteux, dans le premier cas, je lui dirais qu'on pourra juste tester le stress lié au fait de quitter son conjoint. Et dans le deuxième cas, n'étant pas médecin, kinésiologue n'a ni le droit de prescrire des médicaments, d'arrêter un traitement ou de modifier le traitement. Donc pour résumer, le test musculaire va pouvoir évaluer le stress, montrer les corrections nécessaires, vérifier l'efficacité de ces corrections, mais par contre, il ne dit pas l'avenir. Alors venons-en maintenant à la séance. Donc là, je vais dérouler le processus qui est commun, quelle que soit la technique de kinésiologie que l'on va choisir. Donc pour rassurer dans un premier temps les personnes qui n'ont jamais reçu de séance, je voulais préciser que la seule chose que vous enlèverez chez un kinésiologue, ce seront vos chaussures. Il ne sera jamais question de vous déshabiller. Et c'est une méthode qui est totalement indolore, parce que non invasive, et même si on travaille sur des méridiens d'acupuncture, on ne fera que les masser et jamais on ne piquera. Alors la séance va toujours débuter par une prise de contact et un dialogue entre la personne qui vient consulter et le kinésiologue. La personne va énoncer ses problématiques, les améliorations qu'elle souhaite dans sa vie, et peut-être aussi son histoire qui fait qu'elle en arrive où elle est aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'anamnèse. Ensuite, on va définir un objectif de séance. Alors, en kinésiologie, l'objectif de séance doit répondre à certaines contraintes. Par exemple, l'objectif va être formulé avec le pronom « je », parce que c'est la personne qui vient travailler pour elle et pas pour quelqu'un d'autre. L'objectif va être aussi formulé avec un verbe d'action et pas le verbe être, parce qu'elle est en mouvement, elle veut du changement dans sa vie et elle ne subit pas. Ensuite, on va le formuler de manière positive et jamais à la négative. Et là, c'est encore plus parlant quand on fait le parallèle avec un GPS. Quand on veut aller à Paris, on ne va pas rentrer dans le GPS quand on veut aller à Marseille. On met tout de suite le cap. Et enfin, l'objectif doit être rapidement atteignable. On ne vient pas pour quelque chose qu'on veut atteindre dans 10 ou 15 ans. La plupart du temps, l'objectif de kinésiologie est verbal, mais parfois il peut être physique. Et ça, c'est notamment le cas dans une des techniques. La brain gym, on va faire parler aussi le corps, ou alors avec des enfants, parce que parfois c'est plus simple pour eux d'exprimer un objectif par leur corps que par la parole. Cet objectif va être testé ensuite pour être sûr que la personne veut vraiment travailler dans son subconscient et dans son inconscient sur celui-ci. Ensuite, on va dérouler toute une série de pré-tests. Je me vois avoir besoin de Léa. Alors ces pré-tests-là vont me permettre de mettre en route la personne pour la séance et m'assurer que les réponses musculaires que je vais avoir sont cohérentes. Alors par exemple, je vais commencer par le test de l'hydratation. Donc ça se fera en tirant légèrement une mèche de cheveux. Voilà, et on testera. Parce qu'en cas de déshydratation, il faut savoir que le circuit électrique du corps est endommagé et le flux lymphatique et celui des organes est aussi perturbé. Donc si jamais Léa avait eu le test de déshydratation qui était mauvais, elle aura dû boire juste un petit peu d'eau pour
commencer la séance. Ensuite, je vais vérifier les switching, on appelle ça aussi la surcharge. Bon, je ne peux pas le faire comme ça, mais normalement ce sont des points, je vais contacter ici et je vais tester, voir comment le test tient. Et ça va me permettre de voir qu'il n'y a pas de confusion électrique au niveau du corps. Ensuite, je vérifie aussi un méridien, c'est le vaisseau conception. Alors c'est un méridien yin qui prend naissance au niveau du pubis, qui remonte le long du ventre, qui passe devant le sternum et qui s'arrête juste sous la lèvre inférieure. Donc quand je le balaye dans son sens de circulation, normalement il ne doit pas y avoir de stress. Par contre, si je perturbe la circulation et que je le redescends, théoriquement ça va stresser là, voilà. Donc ça voudra dire qu'il faudra balayer. Je finis toujours en remontant pour commencer. Donc ça c'est quelques prétests qu'on peut faire pour commencer la séance. Ensuite, on va venir à vraiment la validation de l'objectif. Donc là, la personne va énoncer verbalement, physiquement ou les deux son objectif. Et normalement, si c'est le bon, le test musculaire va lâcher, vu que ça créera un stress chez elle. Si ce n'est pas le cas, il faudra peut-être un petit peu préciser l'objectif ou peut-être carrément en changer. Ensuite, on en arrive au protocole de correction. Donc ce protocole de correction va être différent selon que je travaille en Touch for Health, en brain gym, en kinésiologie périnatale. Alors de mon côté, je choisis rarement la technique avec laquelle je travaille. Je laisse le choix au corps de la personne et je vais tester. Le test musculaire, c'est vraiment mon outil de base. Et une fois que la méthode est choisie, je vais dérouler, je vais chercher les blocages, je vais faire les corrections et je vais vérifier. Dans le jargon, on dit que je fais les tests, corrections, post-test. Et je vais faire autant de corrections que de blocages. Et je vais continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun blocage dans le corps. Ce sera venu le temps de l'ancrage, donc on vérifiera l'objectif, et donc la personne va de nouveau l'énoncer verbalement, physiquement ou les deux, et cette fois-ci, si on a bien travaillé, le test musculaire tiendra. Alors, je voulais quand même préciser qu'en kinésiologie, comme dans d'autres techniques, ce n'est pas des techniques miracles. Parfois, il est nécessaire de faire plusieurs séances parce qu'on a peut-être quelque chose d'ancré vraiment profondément, ou peut-être qu'en ayant fait une séance, ça révélera d'autres choses et qu'il faudra encore creuser un petit peu autrement. En général, une séance dure 1 heure. On va attaquer maintenant la partie des mémoires. Et là, on va parler des mémoires traumatisantes que l'on peut travailler en kinésiologie. Donc, j'introduis bien traumatisantes pour parler des émotions, en fait. Et depuis l'Antiquité, on s'est rendu compte que les émotions, elles influençaient notre façon de mémoriser. Et pendant longtemps, d'ailleurs, l'homme a cherché les mémoires dans le cœur, et bien sûr, ne les y a jamais trouvées, mais il nous a resté l'expression « apprendre par cœur ». Alors, ces émotions, qu'elles soient anciennes ou récentes, elles vont influencer notre façon de mémoriser et nos comportements actuels. Alors pour expliquer ça, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent certaines mémoires dans le corps. Alors pour commencer, si moi je vous demande où est la mémoire, vous allez très certainement me dire dans le cerveau. Donc je vais attaquer avec une mémoire qui se trouve dans le cerveau et qu'on appelle la mémoire émotionnelle ou affective. Donc le cerveau est composé de 2 hémisphères cérébraux rejoints entre eux par le corps calleux, et chaque hémisphère cérébral a été partagé en 4 parties. Donc on a le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe occipital et le lobe temporal. Donc moi c'est à ce dernier lobe que je m'intéressais, le lobe temporal, parce que c'est là que se trouvent 2 structures cérébrales impliquées dans la mémoire émotionnelle. Donc la première, ça va être l'hippocampe. Donc l'hippocampe sert non seulement à produire les neurones, mais aussi à former tous les souvenirs liés à des événements vécus. Ces souvenirs-là vont être ensuite envoyés vers d'autres parties du cerveau, mais il faut savoir que l'hippocampe va garder une trace de tous les événements qui nous sont arrivés. C'est pour ça qu'on dit que le cerveau n'oublie rien. À la base de l'hippocampe, on trouve une petite structure cérébrale qu'on appelle l'amygdale, et elle intervient dans les émotions, comme la peur, l'angoisse ou même le plaisir. C'est une structure qui est essentielle au décodage des émotions et surtout aux stimuli menaçants pour l'organisme. Alors il y a une expérience qui a été menée par le neurobiologiste Ledoux pour montrer justement le rôle de l'hippocampe et de l'amygdale dans la mémoire affective. Donc il a travaillé sur des pauvres petites souris et il les a conditionnées au fait que quand elles entendaient un certain son, alors elles recevaient un choc électrique. Donc au bout d'un certain temps, elles n'avaient même plus besoin de recevoir le choc électrique. Dès qu'elles entendaient le son, elles déclenchaient la peur. Donc sur ces souris,
sur une partie, le doux a retiré l'hippocampe. Et là, quel que soit le son qu'elles entendaient, ces souris, elles déclenchaient la peur. Chez une autre partie, il a retiré l'amygdale. Et là, même quand elles entendaient le son qui était lié à la charge électrique, eh bien, il n'y avait plus de peur. Donc là, on voit vraiment que ces deux émotions-là sont liées pour la mémoire émotionnelle. Et lui le résumait bien dans une phrase, c'était que grâce à l'hippocampe, on arrive à reconnaître notre cousine, mais c'est l'amygdale qui nous fait dire que c'est une personne antipathique. Après, on peut se rendre compte par nous-mêmes. Les événements qui sont liés à des réactions émotionnelles très fortes, en général, elles vont s'imprimer beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement dans notre mémoire. Et par exemple, si je vous demande ce que vous faisiez le 11 septembre 2001, je pense qu'à coup sûr, vous saurez me répondre. Les expériences de Ledoux, elles ont aussi montré comment notre amygdale détermine beaucoup plus vite nos réactions que notre cerveau pensant. Alors le cerveau pensant, c'est le néocortex, c'est une des parties les plus récentes de notre cerveau, qui est très bien informée, qui analyse, mais par contre dont le fonctionnement est très très lent. Et donc si on a un stimuli, qu'on perçoit un stimuli de stress, en fait le message va aller jusqu'à cette partie-là du cerveau, mais aussi il fera un petit tour par l'amygdale, et elle, l'amygdale, c'est bien simple, elle va taper dans tout l'index qu'elle a de souvenirs pour trouver quelle est la meilleure réaction que je puisse avoir. Par le passé, j'ai fait comme ça, allez hop, je vais faire pareil maintenant. Donc ça risque de déclencher des schémas répétitifs qui sont parfois pas adaptés à la situation. Donc le cerveau va vraiment faire l'amalgame entre événements, perception et émotion. Tout ça, ça va fusionner, ça va faire un tout indissociable. Et si un événement arrive, même vaguement similaire à l'événement principal, ce sera exactement la même émotion intense qui va renaître. Donc il faut savoir que les émotions qui sont bloquées dans le passé, elles vont continuer à nous bloquer dans le présent et elles continueront à avoir le pouvoir sur nous. Donc sans un travail sur soi, dans la technique que l'on souhaite, on restera bloqué dans ces schémas répétitifs. Donc ça, c'est une des mémoires qu'on peut voir au niveau du cerveau, mais on peut aussi voir la mémoire au niveau des cellules. Parce qu'il faut savoir que nos cellules enregistrent tout depuis notre conception, que ce soit de notre vie, de celle de nos parents, comme celle de notre lignée. On parle ici de mémoire cellulaire. C'est la capacité qu'ont les cellules et les tissus vivants à se souvenir des caractéristiques dont ils sont issus. Alors, comme je le disais, cette mémoire est à l'œuvre depuis notre conception, depuis notre première cellule, et elles vont agir à notre insu et s'activer périodiquement ou par stimuli. Ces mémoires-là sont souvent source de comportements automatiques qui sont parfois inadaptés, comme le fait notre mémoire émotionnelle. Et il y a un exemple très très parlant au niveau de la mémoire cellulaire, peut-être que vous le connaissez, c'est l'histoire de cette américaine, Claire Sylvia, qui a reçu une double greffe, poumon et cœur. Après l'opération, elle a constaté des changements de comportement chez elle. Elle s'est mise à consommer de la bière, à avoir un penchant pour les poivrons verts et à fréquenter les fast-foods. Alors, ça lui a posé beaucoup de questions. Elle a cherché la famille de son donneur, qu'elle a réussi à retrouver, et elle s'est rendue compte que ces nouveaux comportements qu'elle avait constatés étaient ceux de son donneur. Donc on se rend compte que les cellules, elles contiennent non seulement notre message génétique, mais aussi les traces de notre personnalité, de nos goûts. Et qu'en transplantant un organe, on transplante non seulement cet organe, mais aussi les traces mémorielles. Et ainsi, c'est toute notre vie, avec son lot de petits bonheurs, de plaisirs, mais aussi de déception et de colère, qui vont rester gravés dans nos cellules. Et il suffit qu'un jour, un choc de plus intervienne pour que tout explose. Parce que notre corps empile et empile les expériences et les émotions. Et un événement même anodin va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui fait tout exploser. Alors moi, j'ai eu en séance une personne qui était venue pour des douleurs dans les trapèzes. Alors elle avait vu les médecins lui avaient dit que cliniquement il n'y avait rien, que ça devait sûrement se passer dans sa tête. Donc on a travaillé ensemble en kinésiologie et on est revenu au moment dans son enfance où très tôt elle a dû avoir des responsabilités. Elle a dû s'occuper très tôt de sa petite sœur qui est 4 ans plus jeune qu'elle parce que ses parents travaillaient énormément. Et c'est quelque chose qu'elle avait accepté, c'était devenu un schéma normal de s'occuper des autres. Elle avait grandi, elle s'était mariée, elle a eu des enfants, et elle avait continué à agir comme ça, à tout faire à la place des autres, à être très maternante. Jusqu'au jour où son mari, qui est agriculteur, a voulu construire un nouveau bâtiment agricole, et là, par souci d'économie, les deux ont mis les mains à la pâte pour justement dépenser moins.
Et cette femme, elle s'est retrouvée à faire des choses encore en plus de tout ce qu'elle faisait, alors que son mari ne voyait même pas ce qu'elle faisait en plus, ne l'a pas remerciée, et il ne reconnaissait pas son travail. Donc s'en est suivi beaucoup de colère et une dispute avec son mari. Et là, dégradation des relations de couple, et à partir de là, des douleurs. Donc en travaillant en kinésiologie, on a ciblé vraiment ce moment-là qui a été déclencheur des douleurs. Et je l'ai vu par la suite, en ayant travaillé, ça allait mieux. En fait, elle avait ciblé le moment, elle avait compris qu'il fallait qu'elle change de schéma et qu'elle devait prendre la décision de faire confiance aux autres en leur capacité à faire les choses par eux-mêmes. Donc c'est important de repérer justement ces schémas bloquants pour se libérer du passé et avoir plus de choix dans le présent. Parce que sinon, la personne va avoir l'impression de ne plus être libre et de totalement subir sa vie. Alors que ce soit les mémoires cellulaires ou la mémoire émotionnelle, elles commencent toutes depuis la conception. Et donc là, maintenant, je vais m'intéresser à une période importante de notre vie qui va de la conception à la naissance. Parce qu'en tant que parents, on fait au mieux pour élever nos enfants par rapport à nos circonstances de vie. Et on leur transmet nos programmes d'adaptation, les meilleurs comme les moins bons. Alors il ne s'agit en rien d'accuser les parents, mais plutôt de comprendre qu'ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais les études récentes ont montré l'importance de cette vie intra-utérine parce que beaucoup de croyances et de peurs et de problématiques vont intervenir, vont prendre naissance à ce moment. Après, il ne faut pas se leurrer. Quand un couple va avoir un enfant, la plupart du temps, il existe un projet de construction. Par exemple, on préfère avoir une fille, un garçon, peut-être qu'on va se dire que son enfant va être médecin, ou peut-être aussi qu'on a un enfant qui est malade et que ce deuxième va permettre de soigner le premier. Donc cet enfant à venir va porter toute sa vie les attentes de ses parents, que ce soit dans sa biologie, dans ses problèmes, dans ses comportements et aussi dans ses problématiques. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de cette période parce que beaucoup de problématiques actuelles peuvent avoir pris naissance là-bas. Alors là aussi, j'ai un exemple concret d'une petite fille que sa maman m'a emmenée, une petite fille de 7 ans qui vient de Suisse. Et elle est venue parce que depuis l'été, elle avait des angoisses, elle avait du mal à dormir. Et donc on a travaillé ensemble en kinésiologie périnatale. On est tombé au moment de la naissance. Donc j'interroge la maman pour savoir s'il y a eu quelque chose de particulier. Et du point de vue de la maman, il n'y a pas eu de souci, un super accouchement rapide, sans problématique. Mais bon, moi, vu que le corps me demande de travailler là-dessus, je déroule tout mon protocole. Et à la fin de la séance, j'aime toujours replonger la personne dans le ventre de sa maman pour qu'elle se reconnecte à ses émotions. Et cette petite fille, elle était super parce qu'elle me décrivait vraiment bien comment elle se sentait dans le ventre de sa maman, ce qu'elle voyait. C'était vraiment super. Et donc, pour simuler la naissance, je lui ai proposé de prendre un couloir et qu'à la sortie, ses parents seraient là pour l'attendre. Et cette petite fille, tout nette, elle me dit, ben non, moi je ne veux pas y aller, je reste dans le ventre à maman parce que là, je suis bien, dehors, j'ai peur. Et donc, j'ai dit à la maman, à la fin de la séance, quand on a débriefé, que certainement cette petite fille avait peur du changement. Et je lui ai demandé s'il y avait eu un changement actuellement qui pouvait expliquer ce comportement. Et la maman a tout de suite tilté parce que cette petite fille venait d'entrer à l'école enfantine. Alors en Suisse, c'est un peu différent. Les enfants vont à l'école maternelle jusqu'à 6 ans et ils entrent à l'école enfantine à partir de 7 ans. Et cette petite fille quittait un monde qu'elle connaissait, où elle avait des maîtresses qu'elle aimait beaucoup, des bâtiments qu'elle connaissait, pour aller vers un monde qu'elle ne connaissait pas du tout. Et ça avait réveillé les stress de sa naissance. Et là, du coup, on ne parlait que des mémoires qu'on peut avoir de notre propre lignée. Il ne faut pas oublier qu'on porte aussi les mémoires de toute notre lignée. Et là, d'un coup, ça devient beaucoup plus lourd à porter. Alors là aussi, il ne s'agit pas de faire le procès de nos ancêtres, mais plutôt de comprendre l'histoire qu'ils nous ont léguée. Parce que tout comme nous, ils ont connu des joies, des détresses, des deuils non accomplis, des secrets de famille. Et là, on est clairement au niveau des mémoires transgénérationnelles. Donc c'est ce qui se transmet de génération en génération inconsciemment au sein d'une même famille. Ces mémoires, elles sont souvent la source de mots psychiques chez les descendants. Et il y a une phrase qui résume bien cette problématique, c'est que tout ce qui ne s'exprime pas en mots, M-O-T-S, s'imprime en mots, M-A-U-X. Alors comment expliquer ces héritages transgénérationnels encombrants ? Eh bien tout simplement par l'inconscient familial qui se transmet inconsciemment de génération en génération par le biais du langage du corps.
Parce qu'il faut savoir que 80% de notre façon de communiquer est non verbale, elle passe par le corps. Alors ce sont nos mimiques, nos silences ou aussi notre gestuel. Et qu'on le veuille ou non, l'information va passer de génération en génération tant que personne n'aura fait le deuil de l'événement traumatisant, qui permettra de renvoyer la souffrance à l'ancêtre concerné et de s'en libérer nous. Alors ce qui est génial, c'est qu'en kinésiologie, qu'on ait des souvenirs ou pas de ces périodes, on va quand même pouvoir travailler parce qu'on va faire appel à la mémoire du corps grâce aux tests musculaires. Et donc là, je vais aborder ma dernière partie, ce sont les méthodes de kinésiologie. Alors moi, j'ai décidé d'en aborder 3 aujourd'hui. Je vais vous parler du Touch for Health, du 3 en 1 et de la kinésiologie périnatale, mais sachez que ce n'est pas les seules techniques qui existent. Donc au début de la conférence, je vous ai dit que la kinésiologie est basée sur la médecine traditionnelle chinoise, et je vais creuser un petit peu plus, vous expliquer certaines choses pour aborder le touch. Donc en médecine traditionnelle chinoise, on appréhende la personne humaine comme un ensemble, corps, âme, esprit, qui fait partie de l'univers, mais dont l'univers fait aussi partie. L'énergétique chinoise, elle est basée sur l'observation de la nature et l'expérience d'années et d'années de générations de médecins et de savants. Et donc ces Chinois ont découvert 5 éléments que vous connaissez très certainement. Alors, c'est le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et avec ces 5 éléments, ils ont remarqué qu'il y avait des relations entre eux. Déjà, un cycle d'engendrement. Donc, le bois va alimenter le feu, les cendres vont nourrir la terre va contenir le métal enrichit l'eau, et l'eau va faire pousser le bois. Donc ça, c'est le cycle Sheng, le cycle d'engendrement. Mais ils ont aussi constaté qu'il y avait un cycle de contrôle, qu'on appelle aussi le cycle Co. Donc le bois va retenir la terre avec les racines, la terre va contenir l'eau dans le lit des rivières, l'eau éteint le feu fait fondre le métal, et le métal coupe le bois. Donc je vous donne un petit peu ça parce qu'avec le Touch for Health, moi je vais beaucoup me baser sur cette théorie des 5 éléments pour savoir comment je vais corriger. Et donc venons-en un petit peu plus près avec le Touch for Health. Donc comme je vous ai dit, c'est la technique de base, enfin la technique qui est considérée comme la technique de base des kinésiologies spécialisées. Et donc je vais m'intéresser maintenant à la partie que j'ai appelée tout à l'heure le protocole de séance. Donc le Touch for Health, il a été conçu pour redonner plus d'équilibre dans la circulation de l'énergie des personnes. Donc on va beaucoup agir sur les méridiens d'énergie qui sont justement les voies de circulation de cette énergie. Alors comment cela se passe-t-il en fait? Eh bien, le kinésiologue va agir sur un muscle qui teste faible. Donc je vous rappelle, les muscles sont en lien avec les organes et les méridiens. Et en renforçant un muscle qui est faible, par la même occasion, on va permettre au muscle qui est noué de se détendre et à la posture, à la structure de revenir dans une posture un peu plus normale. Alors quand on souhaite travailler sur une mémoire passée avec une personne et que je dois faire un Touch for Health, que je dois travailler avec cette technique, je vais tout d'abord proposer à la personne de faire une libération de stress émotionnel. Donc ça c'est une technique très simple mais quand même forte pour la personne. Donc elle va contacter ses éminences frontales avec ses mains, fermer les yeux, et je vais lui demander de revisualiser l'événement stressant. Donc forcément ça crée du stress, et quand je vais faire le test musculaire, le muscle va lâcher. Et pour déjà évacuer une partie du stress, je vais demander à la personne de verbaliser un maximum de choses de cet événement. Quel temps il faisait, les personnes qui étaient là, est-ce qu'elle entendait un bruit en particulier, bref un maximum de choses. Pourquoi pas pleurer si ça lui fait du bien. Et au fur et à mesure qu'elle aura parlé, le test musculaire va commencer à être un petit peu meilleur. Ce qui veut dire qu'on aura déjà un peu levé de stress, mais pas en profondeur. On sera obligé quand même de faire après le déroulé du Touch for Health pour vraiment tout nettoyer. Alors en Touch for Health, ce qu'on va faire, c'est un état des lieux de la circulation des méridiens. Alors tout d'abord, je vais tester, donc là je vous ai remis la roue. J'ai indiqué dans ma roue, enfin la roue des 5 éléments, les méridiens. Alors, j'en précise juste certains. Par exemple, dans la Terre, on a E, c'est estomac, RP, rate pancréas. Dans le métal, j'ai mis les gros intestins et P, poumon. Donc, je vais faire un déroulé. Je vais tester les muscles associés à chaque méridien, l'un après l'autre, en respectant un cycle circadien des méridiens. Parce que les méridiens doivent être testés dans un certain sens.
Donc ça va me permettre de savoir quels sont les méridiens qui sont sous énergie quand le muscle associé est faible. Ensuite, je vais dérouler les points d'alarme. Donc ça va être juste des points que je vais contacter et ça va me permettre de savoir quels sont les méridiens en surénergie. À partir de là, ça va me permettre d'avoir une cartographie de la circulation de l'énergie de la personne. Donc voici un petit cas pratique. Voilà, donc là c'est un cas qu'on peut avoir. Alors je précise que D et G, alors D ici ça veut dire à droite, le muscle a déverrouillé à droite, et G c'est à gauche. Donc là par exemple les méridiens qui sont en sous-énergie, ça va être dans le feu en rouge l'intestin grêle du côté droit, et dans le métal, le rond gris, le poumon et le gros intestin qui ont été faibles à gauche. Les méridiens en surénergie, j'ai dans l'élément terre en jaune l'estomac, dans l'élément eau en bleu la vessie et dans l'élément bois en vert le foie. Donc là j'ai deux solutions. Soit je vais travailler sur chaque méridien qui sont en sous-énergie, soit je vais choisir de travailler avec le méridien prioritaire. Donc là, en l'occurrence, moi je travaillerai avec le méridien prioritaire, le poumon, parce qu'on travaille avec le premier méridien yin en sous-énergie après une surénergie. À l'intérieur, on a les méridiens yin, à l'extérieur, les méridiens yang. Et quelles sont les techniques propres au touch point pour équilibrer cette énergie? Eh bien, on a déjà les points neurolymphatiques qui ont été découverts par l'ostéopathe Chapman. Et ça va permettre de rééquilibrer l'énergie, de relancer le flux lymphatique et de stimuler le corps par le système nerveux pour envoyer de l'énergie vers les organes et vers les glandes. Ensuite, on a aussi les points neurovasculaires. Alors ça va être juste des points à contacter sur le crâne pour restimuler le flux sanguin vers les glandes, les muscles et les organes. Et enfin, une troisième technique dont j'ai envie de vous parler, donc là aussi, ce n'est pas du tout les seules techniques de correction qui existent, mais ce sont les principales. On peut aussi retracer les méridiens de circulation. Donc là, moi, en l'occurrence, si je voulais travailler sur le méridien poumon, je retracerais le méridien poumon plusieurs fois pour relancer l'énergie du poumon. Donc, si j'ai bien travaillé, ensuite, eh bien, quand je vais retester les muscles associés aux méridiens qui étaient faibles, c'est-à-dire là, j'avais intestin grêle, poumon et gros intestin, cette fois-ci, les muscles testeront fort. Et en plus, quand je revérifierai mes points d'alarme, cette fois-ci, tout sera OK. À la fin de la séance, quand la personne énoncera son objectif, l'objectif tiendra, donc le muscle tiendra, ce qui voudra dire qu'on aura vraiment nettoyé encore plus en profondeur le stress sur le traumatisme passé. Je vais en venir à ma deuxième technique que je voulais voir avec vous, c'est le 3 en 1. Donc pourquoi 3 en 1? Parce que c'est l'intégration du corps, du mental et de l'esprit. Donc c'est une technique qui va permettre d'identifier et de corriger des blocages énergétiques au niveau corporel, psychique, pour libérer l'esprit de la personne des liens d'un système de croyance. Donc c'est pour redonner plus de choix à la personne. Donc avec le 3 en 1, son but c'est vraiment redonner l'autorité à la personne et nettoyer des traumatismes passés. Parce qu'avec le 3 en 1, on va vraiment pouvoir cibler une période de vie traumatisante de la personne. Alors là aussi, je vais vous parler de 3 outils qui sont vraiment super avec le 3 en 1, mais bien sûr, il y a encore d'autres techniques pour corriger. Alors j'ai choisi de vous parler déjà du baromètre du comportement. Alors ce baromètre va me permettre de me donner comment se sent la personne sur la problématique et comment elle voudrait être. Donc ça c'est la colonne de droite, vous avez comment elle se sent, et comment elle voudrait être, c'est la colonne de gauche. Alors là par exemple, donc ça va être le test musculaire qui va me montrer comment elle se sent, je vais chercher. Et par exemple, si je tombe sur le mot optimiste, je vais raconter l'histoire à la personne. Donc sur l'objectif, en ce moment, cette personne, elle a peut-être l'impression de se sentir mise en question, contestée, dans l'antagonisme. Alors que ce qu'elle voudrait, c'est être optimiste dans l'acceptation. Mais quand ça n'est pas possible, alors elle peut se sentir exploitée, alors que ce qu'elle voudrait, c'est être admirable dans l'enthousiasme. Au final, ça révèle qu'elle a peut-être tendance à se sentir rigide dans l'indifférence, alors que ce qu'elle voudrait, c'est être en équilibre, équilibrée dans l'accord et l'harmonie. Donc déjà, grâce à ces mots-là, la personne va pouvoir verbaliser, parce que très certainement que ces mots vont lui parler. À cela, on a un autre moyen de corriger, ça va s'appeler la récession d'âge. Donc c'est justement ça, on va chercher par le biais du test musculaire la période qui a été traumatisante pour la personne. Donc on va faire un compte à rebours, on va partir d'ici et maintenant,
Et grâce au test musculaire, tant que le test est fort, je descends. Et dès que le test devient faible, ça m'indiquera la période. Et là aussi, je vais donner le baromètre du comportement de la personne à ce moment-là de sa vie. Alors là, ça va l'aider parce que si elle n'a pas de souvenir précis, ça va permettre de redescendre dans ses sentiments, hein, vraiment dans son ressenti. Et ensuite, ce qui va être super, c'est qu'on va pouvoir infuser du positif à la personne à cette période donnée, puisqu'on va pouvoir faire une visualisation créative. C'est mon dernier outil dont je voulais vous parler. C'est donc la reconnexion avec l'événement, donc soit le souvenir précis, soit la redescente dans les sentiments, pour mettre quelque chose de très très positif, de rassurant pour la personne, pour que vraiment elle lève son stress et qu'elle se sente bien. Alors là, si la personne a vraiment un souvenir précis de l'événement, je vais lui proposer de changer l'image de cet événement. Elle va me raconter, peut-être qu'il y avait ses parents, voilà, il y avait une telle personne, ça se passait là, il s'est passé ça, j'ai eu peur. De quoi est-ce que vous auriez eu besoin à ce moment-là? Et elle va pouvoir faire ce cadeau-là de faire intervenir qui elle veut, ou faire intervenir un objet, faire venir son chien. Vraiment, il faut qu'elle choisisse ce qui est le plus adapté pour elle pour lever le stress. Si la personne n'a pas de souvenir précis de cette période, alors elle va redescendre dans ses sentiments par le baromètre du comportement et je vais lui proposer d'encadrer les sentiments qu'on a trouvés et de me montrer, de me décrire comment est le cadre qu'elle voit. Donc vraiment la taille, la couleur, la structure, la texture. Et je vais lui proposer, parce que très certainement que ce cadre ne va pas être super beau, de faire le plus beau cadre possible qui soit pour mettre du positif dans les sentiments, pour les embellir. Et là aussi, on va passer par la verbalisation de vraiment comment est ce cadre, le rendre le plus beau possible pour elle. Donc là, ça va être 2 cadeaux que la personne va se faire, que ce soit dans le changement d'image que dans le changement de cadre. Et on va revenir au temps présent en ayant à l'esprit ce cadeau que la personne s'est fait. Bien évidemment, à la fin de la séance, le muscle indicateur sur l'objectif est fort. Et enfin, la dernière technique dont je voulais vous parler, c'est la kinésiologie périnatale. Donc, elle va permettre de cibler la période qui va de la conception à la naissance. Et là, on va faire une récession d'âge kinésiologie périnatale, donc KPN, toujours par le biais du test musculaire. Et là, que la personne se souvienne ou non de l'événement, eh bien, on va quand même pouvoir travailler puisqu'on travaille sur les mémoires du corps. Parce que très certainement que la période qu'on va déceler, peut-être qu'il y a eu un problème dans la grossesse à ce moment-là, ou peut-être qu'il y a eu des problèmes autour dans l'environnement de la maman. Et là, je vais dérouler des corrections qui sont propres à la KPN, mais quelque chose que je fais toujours à la fin, c'est recontacter son enfant intérieur. C'est-à-dire que je vais demander à la personne de retourner dans le ventre de sa maman et me décrire comment ça se passe. Donc par exemple, si la personne est tombée sur 8 mois de grossesse, eh bien je vais lui proposer de retourner dans le ventre de sa maman au 8e mois de grossesse et de me décrire comment c'est. Là aussi, on va passer par tous les 5 sens, ce qu'elle voit, ce qu'elle sent, ce qu'elle entend peut-être, pour vraiment qu'elle rentre bien là-dedans. Et comme en 3 en 1, je vais lui permettre de se faire un cadeau pour que la situation, la posture dans le ventre de sa mère soit la plus douce possible et la plus rassurante. Et là aussi, on peut mettre des choses farfelues dans le ventre de sa maman. Il faut vraiment que ce soit la chose qui convienne le mieux à la personne. Donc là, on voit que ce soit en Touch for Health, en 3 en 1 ou en kinésiologie périnatale, on a vraiment des outils pour travailler sur les mémoires passées. Et bien maintenant, pour conclure, en fait, je voulais vous dire que la kinésiologie, pour moi, c'est vraiment une technique simple pour travailler sur des mémoires de stress passées. C'est une méthode douce et efficace qui va permettre justement de s'en libérer, pour retrouver plus de choix dans le présent. Alors j'espère en tout cas que je vous aurai donné envie de tester cette magnifique méthode. Merci à vous de m'avoir écouté. Et avant de vous quitter, je voulais vous dire que si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir à mon stand, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous laisse aussi les coordonnées de mon site internet si jamais vous voulez aller faire un petit tour dessus. En tout cas, je voulais remercier toute l'organisation de Therapolis et particulièrement Nabil de m'avoir permis d'être ici. Et ma famille, mes enfants qui ont été là et mon mari qui m'aide toujours, qui me supporte depuis des années et qui me soutient dans tous mes projets. Voilà. Merci beaucoup à vous, bonne soirée.